chaque Congolais accède à des soins de santé avec deux conditions. Ces soins sont de qualité et deuxième condition, je ne me ruine pas financièrement. Voilà à peu près la couverture santé universelle. En d'autres termes, il ne faut pas que devant la santé, devant les problèmes de santé, je sois tout seul. Il faut que ça soit couvert par quelque part. Il ne faut pas que je sois tout seul. On s'est rendu compte que les pays où les gens payent eux-mêmes leurs soins de santé, ce sont des pays qui s'appauvrissent. Parce qu'il y a 100 millions de personnes qui basculent dans la pauvreté au monde, tout simplement parce qu'ils payent directement les soins de santé. Et on va prendre un exemple d'un pays très riche, les États-Unis d'Amérique, qui ont fait une étude pour montrer que dans leur propre pays, la première cause qui fait tomber les gens dans la pauvreté, c'est le fait qu'ils payent les soins de santé. Mais la première cause qui fait sortir les gens de la pauvreté aux États-Unis d'Amérique, c'est le fait qu'ils sont protégés financièrement en santé. Et donc, on sait qu'on ne peut pas développer le pays sans les deux choses. Une bonne santé, une bonne éducation. Voilà pourquoi le président de la République a mis ces deux priorités-là. Bien sûr que c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps et le chef de l'État a pris ça à bras-le-corps. Donc, la couverture santé universelle, ce n'est pas un choix que nous avons fait. C'est une obligation. On ne peut pas se développer sans la couverture santé universelle. Alors, on a choisi de commencer par la gratuité de la maternité. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, écoutez, vous pouvez être libre de faire autant de nouveau-nés que vous voulez et l'État va le prendre en charge? Bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi de commencer par là? Parce que je vais peut-être choquer les gens, peut-être que les journalistes le savent, mais beaucoup de gens ne le savent pas. La RDC a une espérance de vie inférieure à la moyenne des pays africains. Donc quand un Congolais naît, au départ, on sait qu'il vivra moins longtemps que les autres Africains. Mais maintenant, quand on regarde pourquoi est-ce qu'en RDC, les gens meurent comme ça très tôt, une catégorie meurt particulièrement tôt, ce sont les nouveau-nés et les mamans qui accouchent. Je vais vous donner un chiffre. Sur 100 000 mamans qui accouchent, 480 décèdent. Sur 100 000 mamans qui accouchent en RDC, 480 décèdent. Donc c'est un gros problème de santé publique. Et pour les nouveau-nés, tous les 35 nouveau-nés qui arrivent, il y en a un qui décède. À chaque fois qu'il y a 35 nouveau-nés, il y en a un qui décède. Donc c'est un gros problème de santé publique. Et donc comme ça impacte complètement l'espérance de vie, eh bien, le président de la République a dit on commence par la chose qui impacte le plus notre espérance de vie et qui impacte le plus notre développement, c'est vraiment la catégorie mère-enfant. C'est d'ailleurs pas seulement le président de la République, c'est même les recommandations de l'OMS et de toutes les grandes organisations internationales qui disent il faut vous occuper des problèmes de la mère et de l'enfant. Maintenant, est-ce que cela va entraîner plus de bébés? Le Congo n'est pas différent des autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont fait ça. Et on se rend compte que les pays où on a rendu les services de soins à la mère et à l'enfant de grande qualité, où on a eu la maman sous la main pour l'aider, on a aussi eu l'occasion de l'éduquer. Parce que parfois, on regarde seulement les gens qui accouchent ici, mais il faut imaginer dans les milieux ruraux, parfois, une jeune femme qui accouche à 15 ans, le bébé est né, 3 mois, 4 mois après, 5 mois après, elle est encore enceinte. Mais parce qu'elle est toute seule, il n'y a personne pour l'accompagner. Mais quand on les accompagne, on se rend compte, dans la plupart de ces pays-là, qu'on contrôle mieux, la maman contrôle mieux sa natalité, enfin, sa maternité. Et donc, finalement, c'est l'inverse qu'on voit. On voit souvent que le nombre de naissances est mieux contrôlé grâce à ça. Donc, on a la maman sous la main, on lui donne des soins de qualité, on l'éduque, on lui montre par exemple que l'allaitement jusqu'à 6 mois permet que le bébé gagne beaucoup. Et donc, ça permet à cette maman d'attendre un peu plus longtemps pour avoir une nouvelle grossesse. Et donc, les avoir sous la main, c'est beaucoup mieux que de les laisser faire. Et d'ailleurs, de toutes les façons, pour l'instant, tant que vous ne faites rien, les bébés naissent. Donc, c'est mieux de les avoir sous la main et de pouvoir les aider. Donc, c'est une question qui n'est pas
La réponse, je sais que tout le monde m'a dit ça, mais oui, mais maintenant, vous autorisez, tout le monde va avoir des bébés. Mais non, ce n'est pas ça qui se passe. Voilà, on va commencer la série des questions. Comme ça, vous pourrez aller un peu plus dans le détail. On va commencer par M. Patrick Lacoué. Merci, Excellence. Deux questions. Dans ce que vous venez de dire, Excellence, vous avez parlé de la gratuité de la maternité. Je voudrais savoir quelles sont les composantes de cette gratuité. Est-ce que vous prenez en charge les cas des césariennes et les cas où les enfants naissent prématurés? Est-ce que ces cas-là sont pris en charge? Dans la couverture santé universelle, la RDC est dans un processus de développement avec le programme de 145 territoires. Est-ce que les hôpitaux des provinces et des zones rurales sont pris en charge dans cette couverture? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une amélioration de la qualité de ces institutions de santé dans le pays? Puisqu'on ne peut pas lancer un programme comme la couverture santé universelle sans préparer tout l'arsenal qui est derrière pour prendre en charge ce programme. Merci. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je vous rappelle que j'étais conseiller spécial du président de la République depuis le début, jusqu'à ce qu'il m'a nommé ministre il y a 6 mois. Et donc, mon rôle, c'était justement de préparer. Et on a passé ces 4 dernières années à préparer. Mais d'abord, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qui est concerné par la gratuité? Je veux que les choses soient claires. Les soins de santé ne sont pas gratuits. Les soins de santé sont payés, toujours. Parce qu'il faut payer le médecin, il faut payer les médicaments, il faut payer le laboratoire, il faut payer tout ça. La chose qu'on dit, c'est que la maman, elle, le bébé, lui, ne paye pas. Les soins sont gratuits pour la maman et le bébé. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit que dans un hôpital, les soins sont gratuits, cet hôpital ne reçoit plus rien, c'est terminé, tout ça. Parce que j'en profite pour répondre à une question, parce que j'entendais les gens dire ah ben, les gens ne vont pas aller là-bas parce qu'on sait que les soins sont de mauvaise qualité. Au contraire, dans cet hôpital-là, l'État garantit, parce que nous avons les fonds, nous garantissons que les soins là-bas sont payés. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à la maman d'aller là-bas accoucher gratuitement, parce que nous payons les soins. Le président de la République a décidé que la maman et le bébé doivent être subventionnés. Maintenant, qu'est-ce qui est pris en charge? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où la maman tombe enceinte, on sait qu'elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, quelle que soit la façon d'accoucher, jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois. Tout ce qui peut arriver comme problème de santé, c'est pris en charge. J'insiste là-dessus pour qu'on ne vous dise pas une maman, non, payez seulement la césarienne. Non, c'est 0. Non, payez seulement la transfusion. Non, c'est 0. Payez seulement les transports parce que comme on doit vous amener là-bas pour vous opérer, il faut l'ambulance. Non, c'est 0. La maman est considérée comme une indigente dans le sens où on demande qu'elle ne paye rien. Et le président de la République a beaucoup insisté là-dessus et c'est normal. Donc, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, à partir du moment où on est enceinte, prenons qu'une maman qui est enceinte, on découvre que bien, elle a une malaria. Eh bien, la malaria, elle est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle a une hypertension de grossesse. L'hypertension est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle risque d'accoucher prématurément. Eh bien, l'accouchement prématuré est pris en charge. Le bébé né de petit poids, ben, il est pris en charge. Je répète encore, du moment où elle tombe enceinte jusqu'à ce que le bébé a 1 mois, c'est ça la gratuité. Il n'y a pas là-dedans des variables en disant on peut d'abord payer ceci. Non, il y a 0 variable dedans. Maintenant, le chef de l'État, effectivement, a lancé le programme de PDL 145 territoires. Peut-être qu'on n'est pas entré dans les détails sur la couverture santé universelle, mais je vous ai dit que la couverture santé universelle, c'est surtout les soins de santé de qualité. Mais deuxièmement, qu'on doit pouvoir y accéder. Ce qui fait qu'il faut ramener les soins le plus proche possible des gens. Là, dans le cadre du PDL 145 territoires, on construit 787 centres de santé,
Mais on en a déjà construit aussi 150 avec l'aide des partenaires, notamment de la Banque mondiale. Et avec BCECO, on va en construire encore 300. Et tout ce que je dis là, c'est avant la fin de l'année. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous dites qu'on doit construire 700 centres de santé. On construit déjà. On construit dans les cadres de PDL, mais vous dites qu'il y a à côté 650 ou 350. Je vais vous donner les chiffres complets. Oui, s'il vous plaît, pour qu'on arrive à... Donc, il s'agit des 1000 centres de santé qui sont en cours de construction en ce moment. Les 1000 centres de santé sont construits et en train d'être finis. C'est pour là maintenant. C'est pas, il y en a qu'on commence déjà à réceptionner. Pourquoi 1000 centres de santé? Pourquoi on doit faire ça? Parce que justement, on doit dans nos territoires permettre à nos mamans d'accéder aux soins de santé. Parce que si vous faites de la couverture santé universelle sans l'accès aux soins, eh bien, en ce moment-là, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours mettre vos assurances, tout ce que vous voulez, mais si l'hôpital n'est pas là, si les médicaments ne sont pas là, si les équipements ne sont pas là, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est d'améliorer l'offre de soins, c'est-à-dire le service qu'on donne à la personne qui vient demander. La demande, c'est le fait que moi, j'ai besoin qu'on me soigne. Ça, c'est la demande. L'offre, ça veut dire que je trouve ce que je cherche, ce qu'on m'offre. Eh bien, l'idée, c'est d'améliorer l'offre de soins. Et donc, les 1000 centres de santé, dans le cas du PDL 145 territoires, complétés avec le BCECO, complétés avec la Banque mondiale, je dis 1000 parce qu'en réalité, on est à 1250 à peu près. Mais arrondissons à 1000 pour cette année, comme tout le monde est en train d'observer qu'on est en train de les livrer. Ces 1000 centres de santé vont tous avoir de quoi permettre aux mamans d'accoucher gratuitement. Quand nous avons commencé à préparer l'année passée, parce que ce projet, les gens peuvent peut-être penser que ça a commencé maintenant, mais il faut se rappeler que le président de la République a annoncé ça le 30 juin 2022. C'est là qu'il a annoncé dans les discours du 30 juin 2022, le président de la République a parlé de deux choses, de la sécurité et de la couverture santé universelle, et de la gratuité des accouchements dans la couverture santé universelle. Sûrement que les gens ont oublié. Mais pourquoi ça traînait? Mais justement parce qu'on préparait. On ne peut pas se lancer dans un chantier comme ça sans préparer. Alors, maintenant, quand on a commencé à préparer ça l'année dernière, nous avons levé l'option d'acheter tous les équipements nécessaires pour permettre à la mère d'accoucher dans les bonnes conditions. Ainsi donc, on a dans les dépôts ici à Kinshasa, on a au Katanga, ça arrive à Goma et puis à Gemena par quatre voies. On a de quoi équiper 2190 centres de santé, maternité, 2190. Donc on a de quoi équiper. Les médicaments, on a 3 voies. Première voie, nous achetons. La deuxième voie, il y a énormément de programmes ici qui ont des médicaments qui sont nécessaires à la maman et au nouveau-né. Sauf que tout ça est complètement désintégré, chacun fait des choses dans son coin. Mais quand on regarde, je donne un exemple, le paludisme. Le programme du Fonds mondial avec le paludisme, couvre tout le paludisme. Sauf que l'architecture est telle que, malheureusement, on n'en voit pas l'impact. Donc les médicaments, c'est garanti, les équipements, c'est garanti. Il reste les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est un vrai problème. Les médecins, les infirmiers et tout ça. Et là, on a 1000 centres de santé, et je vais peut-être annoncer un scoop que les gens vont finir par savoir. Ce qu'on va, et j'ai proposé cela, et je crois que le chef de l'État est assez d'accord avec ça, c'est qu'on va associer les primes à la communauté. Il faut qu'une communauté ait une prime pour dire, moi, chez moi, j'ai besoin d'un médecin. Il faut que le médecin vienne. La prime n'est pas liée au fait qu'il est médecin. La prime est liée au fait qu'il est médecin qui vient travailler chez moi. Pour permettre justement aux centres de santé de ne pas être juste des hôpitaux ouverts comme ça et personne n'y va. Donc on va associer... Que la communauté va payer le médecin qui arrive ou l'État va payer le médecin qui s'engage à la prime de l'État, oui. Au lieu de la donner au médecin directement, on dit, OK, vous, par exemple, on dit il y a un médecin pour 10 000 habitants. On dit là, il y a 100 000 habitants, donc il faut 10 médecins. On dit, OK, on va mettre la prime pour 10 médecins, on met ça là-bas. On demande au médecin, vous voulez une prime? Allez là-bas. Il n'y a pas de problème. Allez là-bas, il y a des primes.
Au lieu que la prime soit liée à la personne, la prime doit être liée au travail de la personne. Et le travail, nous le définissons comme le fait qu'une communauté a besoin de ressources humaines. Vous avez besoin de médecins, ok, vous avez besoin de combien? Nous avons besoin de 5, eh bien, on prépositionne 5 primes. Au lieu de donner la prime directement au médecin, on dit, il y a 5 primes, allez, vous allez avoir accès. Donc on doit résoudre le problème des équipements, des structures, des ressources humaines et des médicaments. C'est pour cela qu'on a pris beaucoup de temps avant de lancer le projet. Et d'ailleurs, à Lubumbashi, le président de la République a demandé à la ministre d'État, ministre du Plan, d'accélérer le programme d'équipement de centres et de santé. On va prendre la question de M. Clément Mwamba. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, j'adresse ma préoccupation au ministre Patrick Muyaya. Après les dépôts, c'est une question d'actualité, après les dépôts de sa candidature le week-end, on a vu le président très agressif envers certains de ses adversaires politiques. Et après sa sortie médiatique, il y a eu le docteur Mukwege qui a aussi répliqué. On sent comme si l'Union sacrée a changé de stratégie. Vous invitez l'opposition à élever les niveaux de débat, mais on sent que l'Union sacrée a axé ses critiques autour de personnes au lieu de débattre sur des idées. Lorsque le président dit que non, il y a certains candidats qui sont des candidats de l'étranger. Bon, écoutez, nous sommes dans un contexte de pré-campagne. C'est nous qui vous disons que les opposants doivent quitter la périphérie. Mais vous avez vu les premiers pas de certains d'entre eux et la manière dont ils ont commencé. Et donc, le président de la République, qui d'ailleurs n'était pas agressif, pas du tout, il a juste rappelé un certain nombre de choses. Et dans l'ordre normal d'une campagne électorale, il faut qu'on s'habitue parce que c'est une culture démocratique. Les gens doivent s'habituer à s'attendre que lorsque parfois vous vous hasardez sur des terrains qui sont assez glissants et dangereux, que vous pouvez toujours avoir la riposte ou la réplique. Surtout qu'ici, en l'occurrence, lorsque je regarde les docteurs Mukwege, parce que c'est de lui vont vous parler, je pense que les docteurs auraient fait le choix, comme j'écoutais d'ailleurs Jean-Baptiste Plaka, de rester pour nous tous comme une autorité morale, un prix Nobel chez qui on devait aller même chercher des conseils. Alors, lorsqu'il choisit de venir dans l'arène, il vient, il commet des erreurs. Tout de suite, je ne voudrais pas revenir d'ailleurs sur la question du genre qui est plutôt choquante, mais je considère que le docteur doit être en mesure maintenant qu'il aspire à devenir président de la République, à venir nous challenger. Nous sommes avec un médecin ici, peut-être que lui aura un mot à dire, mais nous voulons que le docteur vienne nous dire si le programme de couverture santé universelle que nous proposons est bon ou pas. De toute évidence, le docteur n'a plus beaucoup à faire pour ce qui concernait son combat, parce qu'aujourd'hui, il y a le FONAREV qui a été créé, le Fonds national de réparation de femmes de victimes de violences sexuelles. Il y a une direction qui a été mise en place où toutes ces questions-là ont été... Peut-être c'est pour ça qu'il a choisi de devenir candidat, puisque c'est qu'il occupait de manière régulière et prise en charge par l'État qui donne des réponses, parce que nous parlons ici de changement de narratif. Et donc, il faut qu'il... et même dans la réplique à laquelle vous faites allusion, je me rends compte peut-être qu'il n'a pas bien lu l'histoire. Le président de la République, je pense que c'est parmi... il a connu une enfance qui a été assez difficile, relégué, contraint à l'exil, etc. Le moment de la campagne arrivera où nous voulons des débats, où nous allons débattre dans le fond sur des sujets. Mais ici, il faut considérer que des choses devaient être recadrées et que les uns les autres comprennent que les débats politiques doivent porter pour eux sur les choix que nous avons faits. Parce que quoi qu'il en soit, ils rêvent justement d'arriver là où nous sommes, ils hériteront de ce que nous, on aura légué. J'ai vu que dans les premiers pas du docteur, il y a eu des erreurs, notamment sur le dossier des Primera. Nous l'avons suivi ici. Le conseil que je peux lui suggérer avec toute humilité, c'est comme je le disais dans le Haut-Katanga, c'est de beaucoup lire dans ce que nous avons fait. Parce qu'il sera jugé plus durement que tous les autres. Parce que lui, il s'était mis dans un piédestal et il avait la prétention d'avoir suffisamment d'autorité pour aborder un certain nombre de sujets. Il faudrait qu'à chaque prise de parole, en tout cas de lui, il faut qu'on écoute
des choses qui peuvent nous aider à avancer. Auquel cas, le peuple en jugera le moment venu. Alors, docteur, est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur ces sujets? Oh non, sur les candidats qui viendraient s'opposer au président, je n'ai pas beaucoup de commentaires, si ce n'est que nous délivrons la politique que le président de la République a décidé d'implémenter dès le départ. Et l'être humain au centre, c'est-à-dire le capital humain, c'est la chose que nous pouvons démontrer. Si on prend la gratuité de l'enseignement, combien d'enfants on a remis à l'école, en sachant qu'on va améliorer progressivement la qualité de cette école-là, mais déjà, c'est un mouvement formidable. Pour la santé, je viens de le dire, et je suis en train de le dire là, qui est la deuxième composante, si ce n'est pas la composante la plus importante du capital humain, c'est la santé. Si vous laissez nos mamans dans les conditions où nous les avons trouvées depuis des années, si nous laissons nos enfants dans la malnutrition chronique dans laquelle nous les avons trouvés, avec plus de 42% d'enfants dans la malnutrition chronique, eh bien, si vous les laissez là-dedans, bien forcément, vous n'allez pas avoir une génération de personnes capables de redresser ce pays. Mais en même temps, aujourd'hui déjà, vous laissez les personnes tomber dans la pauvreté. Donc, je ne peux pas entrer dans les débats que le candidat a commencé, si ce n'est vous dire que nous avons une réponse très structurée de la politique du chef de l'État que nous déclinons. Donc voilà, on va prendre la question de Jordan Maïnikini. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, j'ai des préoccupations. La première, elle s'adresse au ministre Mouyaya. Vous avez eu à lancer les premiers volets de la couverture santé universelle. Il s'agit de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés à Kinshasa. Alors ma préoccupation est de savoir, puisque le chef de l'État a promis que cela va s'étendre dans d'autres provinces, la préoccupation est la suivante. Est-ce qu'avec les budgets actuels du pays, ça va permettre la matérialisation de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés, avec les phénomènes de dépassement budgétaire qui vient de refaire surface? Et puis une autre question au ministre de la Santé. J'aimerais savoir les chronogrammes complets de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Est-ce que le processus va s'étendre sur combien d'années exactement pour arriver à une couverture santé universelle complète? Je crois que les deux questions, vous auriez pu les destiner au ministre de la Santé, mais puisque vous me posez la question, pourquoi on commence par Kinshasa? Parce qu'à Kinshasa, il y a, si, docteur, j'ai bien entendu, 600 000 nouveau-nés par an. Et que c'est à Kinshasa qu'il y a le plus fort taux de mortalité. Et il n'y a pas de problème au niveau du budget parce que le docteur vous a dit qu'en juin 2022, le président de la République en avait parlé. Dans les budgets 2024, il y a les fonds nécessaires prévus pour ça et toutes les projections ont été faites pour que nous puissions être sûrs que pour ces tâches-là précises, le gouvernement a déjà financé les processus de bout en bout. Et maintenant, le docteur pourra me compléter sur le sujet. Il y a les phases des autres provinces qui vont suivre, je ne sais pas si c'est 13 provinces, si j'ai bien retenu, qui pourront connaître l'implémentation de cette première phase du programme. Parce qu'il est hors de question que l'on meure lorsqu'on accouche et que l'on meure parce qu'on est né. Et donc, le président de la République tient, par rapport à la panoplie de besoins que nous avons, les prioritaires, en tout cas, la première priorité dans l'implémentation, c'est d'abord la sauvegarde, la survie des vies à la naissance pour les enfants, tout comme pour les mamans. Docteur, j'ai répondu à la question sans être ministre de la Santé, je vais compléter. Je complète en disant ceci. J'ai répété que nous préparons ça très sérieusement. Nous avons vu toutes les critiques sur la gratuité de l'enseignement. Donc, on est resté silencieux pendant toutes ces années, pendant qu'on préparait. Mais le président de la République n'est jamais resté silencieux. Dans chacun de ses discours, il le dit, il le répète. Et chaque fois, il me dit, où est-ce qu'on en est? Je dis, Monsieur le Président, on est à tel niveau. Où est-ce qu'on en est? Monsieur le Président, on est à tel niveau. Jusqu'à ce que je lui ai dit, Monsieur le Président, on peut commencer maintenant par la gratuité des accouchements, que lui-même avait décidé. Le budget, nous le connaissons très bien.
Pourquoi? Parce que nous avons fait une étude pendant 1 an et demi. Les gens ne se sont pas rendus compte parce qu'on n'en parlait pas. On a fait ce qu'on appelle un pilote avec la Banque mondiale. On a fait dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces. On a fait un pilote pour voir combien ça nous coûterait. Et donc, on a pris des mamans en charge dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces. Et on est arrivé au montant de à peu près 200 millions de dollars annuels pour toute la République. Pour la ville-province de Kinshasa, on est arrivé au montant de 42 millions de dollars. C'est pour une année. Mais comme a dit le ministre Mouyaya, c'est qu'on a fait le choix de commencer par Kinshasa pour ces 2 ou 3 raisons. La première, c'est que c'est une très grosse agglomération. La deuxième, c'est que le taux de mortalité est parmi les plus élevés. Et troisièmement, parce que maîtrisant tout le processus à Kinshasa, on peut l'amener progressivement donc, dans les provinces. Donc on n'a pas fait ça par hasard. Mais maintenant, ce budget de Kinshasa, ce que le président de la République, ce qu'on a fait le choix avec le président de la République, c'est qu'on ne commence pas quand on n'a pas tout le budget. C'est pour cela qu'on a attendu jusqu'à ce que tous les ajustements soient faits au niveau du ministère des Finances et que le ministère des Finances décaisse tout le budget pour qu'on commence. Pour qu'on ne dise pas on a commencé, on s'est arrêté. Donc là, la question du budget ne se pose même plus parce que l'argent est déjà décaissé pour la gratuité des accouchements pour la ville-province de Kinshasa. Maintenant, voilà la beauté de la chose, c'est que vous savez que les partenaires regardent toujours, vous, la RDC, est-ce que vous-même vous faites déjà quelque chose? Quand les partenaires ont vu que nous avons déjà mis pour la ville-province de Kinshasa, ce qui est beaucoup d'argent, 42 millions de dollars, dans un budget, aucun pays d'Afrique ne l'a fait, vous pouvez vous renseigner, mettre autant d'argent dans un projet de développement, il n'y a pas un État d'Afrique qui l'a fait. Mais nous, le président de la République l'a fait. Là, la Banque mondiale nous a suivis. Ils ont dit, écoutez, on a fait le pilote ensemble, on connaît les mécanismes. Maintenant, vous devez étendre ça, parce que c'était notre choix, dans toutes les provinces, mais nous pouvons déjà couvrir la moitié du pays. Ce qui fait que la Banque mondiale a mis 73 millions de dollars sur le projet. Comme le projet, je vous ai dit, c'est 200 millions par an pour la République, là on est à 110 millions de dollars. C'est pour ça qu'on couvre 13 provinces et à partir du mois prochain et du mois de novembre, vous allez voir, on va commencer dans les autres provinces, l'espace Congo central, l'espace Bandundu, et pour faire un total de 13 provinces. Et comme l'a dit le ministre Mouyaya, maintenant dans le budget 2024, les 200 millions sont déjà programmés pour que toute la République soit couverte. Je répète, l'objectif ici, c'est de diminuer la mortalité. On ne peut pas rester avec ce taux de mortalité, être à la queue du peloton pour des choses que nous pouvons faire. Alors, peut-être que les gens se disent, oui, mais ça paraît bizarre cette affaire, pourquoi est-ce que ça paraît gros? Mais je vais vous dire les 3 causes qui entraînent la mort de la maman quand elle accouche. Première cause, c'est l'hémorragie. Et ça peut s'arrêter avec un comprimé, avec un médicament. Deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle. Ça s'arrête avec des médicaments. Troisième cause, c'est les infections. Ça aussi, ça s'arrête facilement. Donc, on n'a pas besoin d'infrastructures magiques pour protéger nos mamans, pour protéger nos bébés. Et donc, c'est pour cela qu'on peut le commencer sans vraiment avoir peur de est-ce qu'on va réussir ou pas. Parce que nous avons pris tout le temps ici pour regarder. Donc, pour le budget, on n'a même pas besoin de réfléchir. Et quand bien même, il faudrait faire des efforts. Dans quel domaine voulez-vous faire des efforts si ce n'est pas dans le domaine de la santé et de la sécurité? Si vous êtes en paix et vous êtes en bonne santé, tout le reste va venir. Mais si vous ne faites pas l'effort en santé, vous allez faire l'effort dans quel domaine? Okay? Donc, moi, je pense que là-dessus, la réponse est claire. Le budget, nous l'avons déjà. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui viendra. On s'est déjà fait. Pour le chronogramme, il y a 2 chronogrammes. Le premier, c'est celui d'étendre la gratuité. Ça, je viens de vous le dire. Le mois prochain, novembre 2023, on commence à étendre dans les provinces. Et avant décembre, on doit faire les 13 provinces parce qu'on a le budget pour 13 provinces. Kinshasa plus 12. Et à partir du budget de l'année prochaine, c'est-à-dire février-mars, on étend dans le reste du pays. Donc, toutes les mamans qui vont accoucher, qui vont tomber enceintes, qui vont accoucher, quel que soit le modèle d'accouchement, avec leur bébé pendant 1 mois, ne vont plus rien payer en RDC.
peut-être que d'autres se diraient, est-ce qu'il y a un autre pays qui a déjà fait ça? Oui, retenez par exemple que le Kenya a inscrit dans sa constitution la gratuité des accouchements. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas des choses complètement spécifiques, mais il faut le faire. Et c'est le choix du chef de l'État d'améliorer ce secteur de la santé. Maintenant, le deuxième chronogramme, c'est lui de la... Parce que la couverture de santé universelle, ce n'est pas seulement pour les mères et les enfants. C'est aussi pour vous, pour moi, pour nous tous. Et encore une fois, ce n'est pas gratuit, c'est payant, toujours. Sauf que qui paye? Eh bien, pour nous tous, nous sommes la loi de 2023, l'ordonnance loi que le président de la République a prise, c'est que nous sommes maintenant dans un système contributif. Parce que la couverture de santé universelle, c'est une solidarité. C'est chacun met un tout petit peu pour que le jour où la personne tombe malade, elle ne soit pas en train de chercher de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je prends, mes collaborateurs le savent, je prends toujours l'exemple des Wewa, parce que les Wewa, c'est très intéressant. A priori, on va dire qu'ils n'ont pas un travail fixe. Mais les Wewa, c'est un vrai travail dans ce pays. Eh bien, si le Wewa se casse une jambe aujourd'hui, eh bien, il va chercher tout seul les moyens de se faire soigner. Si on le renverse aujourd'hui, il n'y a aucune assistance, il n'y a aucun service. Et pourtant, si on arrivait chez les Wewa à prendre le 10e de ce qu'il gagne par jour, eh bien, on peut lui accorder les services de santé. Mais sauf qu'il faut organiser comment aller prendre le 10e de ce qu'il gagne par jour pour lui permettre d'accéder aux soins. C'est un exemple que je donne pour vous montrer que le système contributif, c'est que chacun met un tout petit peu et nous tous, nous avons accès aux soins de santé. Alors, le chronogramme, c'est qu'on commence d'abord par ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est le travail formel, c'est-à-dire les travailleurs du public formel, les fonctionnaires et autres, et les travailleurs du privé formel, c'est-à-dire ceux qui ont un moyen, on peut dire, OK, on va prélever $1, $2, $3, parce que là, c'est facile. Et le troisième temps, c'est les informels, comme les Wewa, parce que là, il faut trouver des mécanismes de financement innovants pour aller prendre de l'argent chez eux. Donc le chronogramme, c'est pour la gratuité de la maternité, c'est commencer, on va l'étendre pour que 2024, tout le monde soit couvert. Pour tout le reste, on passe par 2 étapes. La première, le Premier ministre prend un décret pour décider qu'est-ce qu'on offre comme de soins de santé aux gens, ce qu'on appelle le paquet de soins. Le Premier ministre prend un décret, dit « OK, ce paquet de soins-là, nous le calculons. Nous avons déjà une idée. Et maintenant, quand nous avons calculé, nous disons maintenant au ministre des Finances, au ministre du Budget, voici ce qu'on doit prélever chez chacun pour que nous tous nous accédions aux soins de santé. » Ça se décline progressivement et on commence en 2024 pour cela. Mais pour vous résumer, Monsieur le ministre, on va prépayer le soin de santé. Oui. Ça veut dire que lorsque vous aurez contribué, parce que le système est contributif, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital Mamaï Moderne bientôt. D'ailleurs, on aura l'occasion de faire un tour avec vous. On va inaugurer d'ailleurs. Voilà. Dès que vous arrivez, vous présentez votre carte et on vous prend en charge totalement sans sortir un seul dollar de vos poches. Et donc, la couverture de santé universelle, c'est comme le mode de prépaiement pour nos téléphones portables. C'est vraiment du système prépayé. On va prendre la question de Mme Pamela Amunazo. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, une fois de plus, je vais changer de sujet. L'actualité l'oblige. Et ça concerne la journée mondiale de la santé mentale. C'est demain, le 10 octobre. Alors, Monsieur le Ministre, ma première question est de savoir, est-ce qu'à ce jour, nous avons des statistiques exactes des nombres de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale en RDC? Et la deuxième question, sachant que d'une manière générale, ça c'est d'après les recherches, qu'il y a près de 90% de structures ici en République démocratique du Congo qui prennent en charge ces catégories de personnes sont des ONG internationales. Qu'en est-il de la RDC? Est-ce qu'il y a une politique? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Merci. Merci beaucoup. Alors, les statistiques sont toujours des statistiques, ne disent jamais rien de précis, mais ça donne un ordre de grandeur. On a à peu près un peu moins d'un quart de la population qui a ce problème de santé mentale. Alors, il faut bien qu'on s'entende bien de quoi on parle, parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à croire qu'on parle de fous. Nous parlons du bien-être total, de l'équilibre de la personne, aussi bien physique que mental.
quand l'équilibre mental, le stress, les angoisses, tous ces soucis-là sont des problèmes de santé mentale. Et ce n'est pas de la folie. Donc il faut déjà qu'on sache de quoi on parle avant d'adresser la question. Donc le problème de troubles qui sont liés au manque d'équilibre santé mentale touche à peu près 20% de la population. Donc c'est beaucoup de personnes. Maintenant, vous comprenez que ce sont des degrés divers. Ce n'est pas la même chose du tout, quelqu'un qui est dans la dépression versus quelqu'un qui est angoissé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment, c'est des questions sur lesquelles on essaye d'être ferme pour dire c'est un vrai problème, mais d'être relatif aussi pour dire attention, ne confondons pas de quoi on parle. Maintenant, c'est aussi vrai que c'est des problèmes que nous n'avons pas beaucoup sanctuarisés dans notre réponse sanitaire. Souvent, on répond à ce qui est physique, facile à voir. La température, c'est facile. J'ai fait de la fièvre. La fracture, c'est facile. L'hémorragie, c'est facile. Ben, ces choses-là, c'est facile à diagnostiquer et donc c'est facile à traiter. La santé mentale, on entre dans une phase où on a besoin de beaucoup d'interactions, ce qui prend beaucoup de temps dans la prise en charge, mais c'est aussi ce qui fait que finalement, l'investissement est souvent faible. Mais quand vous parlez des ONG internationales, et vous faites très bien d'en parler, et ça me permet de revenir à une question fondamentale, parce que j'entends les gens parler du chef de l'État par rapport à la santé, je vous rappelle une chose. Depuis notre indépendance, dans ce pays, on n'a pas construit un seul hôpital public. On n'a pas construit, depuis, je le répète bien, depuis l'indépendance. Donc tous ces gouvernements qui sont succédés, 63 ans, n'ont pas construit un seul hôpital public. On a eu quelques aides. Les Chinois ont fait quelque chose par ici. Les Japonais ont essayé de faire quelque chose par là. Cinquantenaire, ce n'est pas un hôpital public qu'on a construit. D'abord, c'était une réhabilitation, premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, on a repositionné ça comme vous savez. Et on n'a pas un hôpital public. Ça donne l'ampleur du délaissement du système de santé. Et ce délaissement a été occupé par des ONG. Et nous, dans les gouvernements précédents, qu'est-ce qui s'est passé? On a légué de plus en plus de pouvoir à ces ONG. Au point que quand vous vous réveillez, vous apprenez que tiens, il y a une ONG qui a ouvert un hôpital là-bas. Tiens, il y a une ONG qui a mis ce programme là-bas. Mais d'ailleurs, quand on regarde de manière assez pointue, on se rend compte que la plupart des ONG sont dans certains territoires, surtout à l'Est. Très peu au centre, un peu à Kinshasa. Il y a peut-être une autre raison que vraiment de la charité pour s'occuper de nos populations. Mais bon, en tout cas, ce sont des ONG, mais c'est parce que nous avons été un gouvernement, le pays a démissionné dans la santé pendant des années. Je répète que c'est pour ça que le président, dans son premier discours, a parlé de ça, parce qu'avant, on en parlait, on travaillait avec le président de la République avant qu'il soit président sur ces dossiers-là. C'est comme ça qu'il savait, dès qu'il est arrivé, il a dit non, ça c'est un problème qu'on doit régler. C'est pour ça qu'on parle de fondation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de fondation. Et pourquoi est-ce qu'on fait les centres de santé? C'est pour que les gens qui ont des problèmes de santé mentale aient un endroit où aller. Si vous êtes dans un village où vous avez un problème de santé mentale et que vous n'avez aucune offre de soins, vous allez où? Et quand vous avez l'offre physique, vous devez aussi maintenant avoir l'offre en ressources humaines. Qu'avons-nous fait de nos ressources humaines pendant 60 ans? Et donc, c'est tous ces problèmes-là que nous sommes en train de refonder avec des structures très solides, notamment au travers de la couverture santé universelle. D'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple. La gratuité des accouchements, j'ai parlé avec un médecin directeur qui m'a dit « Ouf, maintenant les personnes qu'on dit folles, qu'on voit parfois dans la ville, qui tombent enceintes, quand elles allaient accoucher, ben elles accouchaient. On ne peut pas leur empêcher d'accoucher. Sauf que personne n'est payé. Mais maintenant, comme tout accouchement est payé par la subvention, l'hôpital me dit, mais en tout cas, maintenant vous nous avez rendu service parce que maintenant au moins, on a des revenus, même quand ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale viennent accoucher. Voilà, on va prendre les dernières questions en série parce que nous avons très peu de temps. On va commencer par M. Romain Sumbula, Mme Rachel Kitita, Dominique Mukenza, Marlon Kachamo et on va terminer par Oscar Mbal. Excellence, bonsoir. 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 Personnellement, je suis un peu pessimiste dans la mise en œuvre justement de ce programme de la couverture santé universelle parce que le personnel soignant qui doit recevoir les femmes qui viennent accoucher sont en grève. Que faites-vous? Et qu'aujourd'hui,
une femme, je prends l'exemple de la maternité de Kitambo, où la maternité de Kitambo, où le personnel soignant est en grève. Et il n'y a pas que Kitambo, c'est un peu partout dans la République. Est-ce qu'il y a déjà des dispositions pour permettre quand même à la réussite de ce programme? Deuxièmement, une femme qui est à Lubumbashi, qui conçoit à Lubumbashi, et qui vient accoucher à Kinshasa, ou peut-être qui a commencé les consultations prénatales à Lubumbashi et qui vient pour l'accouchement à Kinshasa, bénéficie-t-elle aussi de cette gratuité de la santé? Alors, Merci. très rapidement, Kitambo, c'est un bon exemple parce qu'on a fait le tour là-bas il y a peut-être 3 jours, où on a vraiment tout visité. Où les femmes. Alors, Kitambo, je peux même vous donner des chiffres parce qu'on vient de nous les donner il y a 3 jours quand nous sommes passés là-bas. Il y avait eu 51 césariennes qui ont été faites. Attendez, je reprends votre question. Et les accouchements normaux se sont faits. Et les consultations prénatales ont été faites. Mais vous posez une question de fond sur la grève du personnel paramédical. C'est un problème réel que nous avons trouvé d'ailleurs. Hein. Vous savez que c'est récurrent. Le président de la République a beaucoup fait. Vous connaissez les salaires que nous avons trouvés, vous connaissez les salaires actuels. Vous savez le nombre de personnes que le président de la République a alignées, les médecins, les infirmières, a alignées à la prime de risque. C'est juste quelque chose qui n'avait jamais été fait. N'empêche, les revendications du personnel paramédical, ce sont des revendications sociales que nous comprenons très bien et nous sommes en contact permanent avec eux pour essayer de résoudre les problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Premier problème, leur prime supplémentaire. Deuxième problème, leur alignement. Troisième problème, leur montée en grade. Ce n'est pas des problèmes que je peux régler en 5 minutes. Mais par contre, on a déjà commencé parce que, par exemple, pour leur prime du mois d'avril qu'ils avaient réclamé, le ministre du Budget a aligné tout cela pour ce mois d'octobre que nous avons commencé. Et ils le savent, de toutes les façons, les chefs des syndicats le savent. Deuxièmement, pour leur prime, pour leur alignement, eh bien, la fonction publique est en train d'aligner. On a aligné, il y a 2 mois, on a aligné plus de 1600 personnes. Vous comprenez que quand on aligne sur le budget de l'État. Et le budget de l'État, on ne décide pas de l'augmenter comme ça. Donc, c'est un vrai problème qui est posé. Mais est-ce que pendant qu'il y a la grève, une maman arrête d'accoucher? La maman ne va pas arrêter d'accoucher, la grossesse ne va pas s'arrêter. Nous, ce qu'on dit, on doit aider cette maman-là, même pendant la grève. On ne va pas dire, OK, pour l'instant, on va laisser donc les mamans sans continuer à payer, rester prisonnières dans les hôpitaux, parce que le personnel est en grève. Non, on dit cette maman-là, on va l'aider. Même si, pendant ce temps-là, on est en train de travailler pour améliorer, pour donner la réponse aux revendications sociales qui sont pertinentes. Rachel Kitita. Monsieur le ministre, avant qu'elle ne pose peut-être la question, il y a un téléspectateur qui m'interroge. Il faut faire la différence. Lorsqu'on parle de santé mentale et des maladies mentales, c'est quoi la différence? Parce qu'on risque de croire que 25% d'entre nous, nous souffrons de maladies. Alors, je répète, je l'ai bien dit, que la santé mentale, c'est pour ça que j'ai pris mes précautions pour l'état d'équilibre général qui est rompu. Ça, c'est un problème de santé mentale. Une maladie mentale, c'est quelque chose qui nécessite absolument une intervention, parfois même pharmacologique, pour résoudre le problème. Je vous donne 2 exemples. J'ai donné l'exemple de l'angoisse, qui est un problème de santé mentale. Ça ne nécessite pas de prendre des médicaments. Mais je donne un autre exemple, une mélancolie sévère. C'est une maladie mentale. Cela nécessite la prise en charge. Donc quand on dit 20 à 25%, c'est des problèmes, des personnes qui sont confrontées à beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes personnels, que ce soit des problèmes d'agression, que ce soit des problèmes, et qui ont leur équilibre mental perturbé. Mais ça, c'est un problème de santé mentale. Voilà, madame, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre. Des petites questions. Je commence par la dernière, maladie mentale. Monsieur le ministre, dans quel état se trouve aujourd'hui le CNPP, le Centre neuropsychopathologique Abandonné. de Kinshasa? Abandonné. Je vous réponds tout de suite. Crasseux, dans un état crasseux. J'y Oui. étais il y a 2 semaines. Mais je viens de vous dire abandonné. Que faites-vous? Est-ce que c'est repris dans le programme du gouvernement de Absolument. réhabiliter ce centre? Quand et Absolument. comment? Comme les cliniques universitaires. Vous parlez de CNPP. Mais regardez les cliniques universitaires. Est-ce que vous imaginez les cliniques universitaires qui doivent transférer des malades
Université, ça veut dire quoi? C'est nous qui avons toute la science, qui doivent transférer des malades pour faire un examen, que ce soit une IRM. Ce n'est pas normal. Je viens de vous dire qu'on a abandonné le système de santé pendant 60 ans. Et ça ne se corrige pas comme ça. C'est pour ça que je vous parle de la couverture santé universelle, comment est-ce qu'on améliore progressivement l'offre de soins et la protection financière de la population. Ces deux, ça va ensemble. Est-ce que le CNPP est pris en compte? Bien sûr, le CNPP est pris en compte parce que les problèmes de maladies mentales sont des problèmes que nous intégrons dans le paquet de soins que nous devons offrir. Comment? À long terme. Non, on ne parle pas de long terme. Je viens de vous dire que, regardez, vous me donnez l'occasion de parler de quelque chose de très important. Vous avez vu que le président de la République a créé des établissements pour faciliter la couverture santé universelle. Un des établissements, c'est le fonds de promotion. Son rôle, c'est quoi? C'est aller faire de l'ingénierie financière parce que tout ne peut pas découler du budget de l'État. Le budget de l'État, dans aucun pays, ne construit les systèmes. Il faut faire de l'ingénierie financière. Par exemple, comment on travaille avec le privé, comment on travaille avec les banques pour construire. La plupart des pays, c'est l'ingénierie financière qui construit le système. Et c'est pour ça que le chef de l'État a mis un fonds de promotion en place pour que son rôle soit justement de faire de l'ingénierie financière et de lever les sous, enfin l'argent, pour que, excusez-moi du terme, de lever l'argent pour justement améliorer l'offre de soins qui sont les hôpitaux, les équipements, les médicaments et les ressources humaines. Alors, permettez qu'on prenne une prochaine question. Petite question, qualité de soins aussi par la qualité des médicaments. Monsieur le ministre, dans ce secteur, beaucoup de désordre. À quand l'assainissement dans le secteur pharmaceutique? Dernière question pour le ministre de la Communication. Question d'actualité. Ça fera 4 pour vous-même, madame. La dernière sortie médiatique du général Numbi, vous avez suivi, monsieur le ministre, en tant que porte-parole du gouvernement, des menaces. Est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Quel est votre point de vue sur cette dernière sortie qui devient virale? Écoutez, d'abord, il n'y a pas de menace à prendre au sérieux. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne s'est soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc, les chiens à bois, la caravane passe. Merci. Et pour les médicaments, tout de suite, je vous réponds en vous disant qu'on a 60 à 80% des médicaments qui ont des problèmes. Encore une fois, je vous le dis, je peux vous dire qu'on est très conscient du problème, on a 60 à 80%. C'est pour cela que si vous avez suivi le président de la République il y a 3 semaines au Conseil des ministres, il a demandé au Premier ministre de mettre en place l'agence d'achat et de distribution des médicaments. On doit revenir à ce qu'on faisait dans le temps qu'on appelle le DCMP. C'est-à-dire que l'État achète les médicaments de bonne qualité et organise le circuit de distribution. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a d'abord créé l'autorité de contrôle et de réglementation. Maintenant, on doit avoir l'agence d'achat et de distribution. Et le président de la République a demandé au Premier ministre, il y a 3 ou 4 semaines, d'accélérer le décret de mise en place de cet office d'achat et de distribution des médicaments. Merci. On prend la dernière série. Dominique Mukenza, allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Monsieur le ministre, mon intervention devient sans objet. Vous vouliez poser la question que à la sortie médiatique du général Numbi. Bon, j'ai dit que les chiens aboyaient que la caravane passait. Préparons nos élections. Monsieur Pichimoulumba, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai juste 2 petites questions. La première au ministre de la Santé. Bien au-delà des centres de santé, Monsieur le ministre, la couverture santé universelle n'implique-t-elle pas aussi la réhabilitation rapide des hôpitaux de référence? Déjà, vous l'avez dit qu'il n'y a aucun hôpital public construit depuis l'indépendance. Qu'est-ce qui est fait à ces jours pour la réhabilitation des hôpitaux de référence quand on sait que la qualité des soins doit marcher avec les infrastructures? Une question d'actualité, je termine par là, monsieur le porte-parole du gouvernement. Les vice-premiers ministres en charge de la défense prennent part depuis hier à Arusha en Tanzanie
À la réunion extraordinaire du Conseil sectoriel de la Communauté d'Afrique de l'Est sur la coopération en affaires de défense, quel message porte-t-il de la part du gouvernement à ces assises? Je vous informe qu'il est déjà revenu. Les messages étaient clairs, que la force régionale doit partir de la République démocratique du Congo à l'échéance du 8 décembre, tel que convenu, parce qu'elles n'ont pas été en mesure de régler les problèmes, notamment du M23, qui, depuis 2 mois, bloque le processus de précantonnement conformément aux accords signés à Luanda. C'est le message qu'il a porté. Il y aura sûrement dans la suite une réunion des chefs d'État qui devra statuer pour constater justement l'incapacité de la force régionale à régler cette question. Et pour la suite, des dispositions seront prises. Voilà. Alors, rapidement, pour votre question, le chef de l'État regarde 2 niveaux. Le premier niveau, où est-ce que les besoins les plus importants sont, et les besoins sont au niveau des soins de santé primaires. C'est pour ça qu'on a le PDL 145 territoires avec les centres de santé. Mais aussi, quand on a des problèmes plus sévères, maintenant on va à un niveau secondaire ou tertiaire. C'est pour ça qu'on a Mamaïmo qu'on va inaugurer. C'est pour ça que Sendoué est fini. On va inaugurer Sendoué bientôt à Lubumbashi. Et c'est pour cela que vous avez vu, par exemple, en Boujema, il y a un hôpital qui a été construit. Nous sommes en train de construire maintenant les pôles d'excellence pour pouvoir élever le niveau global de la réponse parce qu'il y a un continuum de soins qu'on doit faire. Nous récréons la fondation, justement. On refait la fondation du système de santé. Oscar Mbal, pour terminer. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai 2 petites questions. Moi, je suis friand des chiffres. Vous avez parlé tantôt de 200 millions de dollars pour l'ensemble du pays et Kinshasa, 42 millions. Une manière de subventionner les hôpitaux retenus dans le cadre de la gratuité de la maternité. Je voudrais avoir un cœur apaisé. Quelle est la clé des répartitions de ces 42 millions pour la ville de Kinshasa? Vous tenez compte de la grandeur des hôpitaux, de l'ancienneté ou de la petitesse quand il faudra justement répartir ces 42 millions sur les hôpitaux retenus? Une question d'actualité au ministre Mouyaya. Il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'une avancée fulgurante de Ouazalendo ou de Bazalendo. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des axes routiers qui ont été libérés de M23 dans le Nord Kivu et même des agglomérations. Votre commentaire? Voilà, j'y reviendrai. Alors, très rapidement, ce n'est pas de l'argent qu'on répartit. On fait les achats stratégiques. On dit, par exemple, un accouchement normal dans un centre de santé qui ne nécessite pas de soins particuliers, voici ce que ça coûte. Et le centre de santé signe une convention avec le Fonds de solidarité en disant, moi j'ai fait les accouchements normaux, voilà ce que ça me coûte. Si jamais j'ai une complication, voilà ce que ça me coûte. Et ces conventions-là, c'est ce qui est signé avec les hôpitaux qui font les accouchements-là. Donc ce n'est pas, on va répartir autant pour l'ancienneté, non. Maintenant, un accouchement par césarienne, voici ce que ça coûte. Un accouchement qui nécessite aussi le traitement de l'hypertension artérielle, parce que c'est compliqué, voici ce que ça coûte. Et toute cette grille-là, on l'a déjà. Et comme je vous ai dit, on a fait un pilote de plus d'1 an avec la Banque mondiale. C'est pour ça qu'on connaît très très bien les chiffres. Effectivement, ces chiffres-là ne sont pas tombés du ciel en disant « Ok, on met 42 millions ». Par contre, si vous me demandez dans la presse, dans les 42 millions, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Je vais vous dire, il y a à peu près 24 millions pour la prestation. Mais il fallait digitaliser aussi les systèmes. Parce que sinon, on est complètement perdu. Ça a pris à peu près 6 millions de dollars. Donc, le budget est très bien calculé dans un document qui est officiel, que tout le monde peut se procurer, qui a été déposé au ministère des Finances depuis le départ. Mais en tout cas, on fait des achats de prestations. Et donc, en fonction de la prestation, il y a un montant. Et en fonction de, par exemple, un enfant qui est dans une couveuse, ce n'est pas pareil qu'un bébé qui reste dans les bras de sa maman. Donc, c'est en fonction de ça qu'on détermine le montant qui est payé. À votre question, je crois que nous ne pouvons que saluer l'action de ses compatriotes. Parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain, toutes ces choses se passent en face de jeunes Congolais braves qui voient ça. Et donc aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous sommes avec l'armée, nous respectons les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Tout à l'heure, je répondais justement à la question. Mais pour le reste, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je ne voudrais pas donner des exemples, mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est que nous,
nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté ou à prendre des actions contre telle ou telle autre communauté. Nous condamnons toute cette forme des discours qui, du reste, on ne nous a pas encore fait un rapport détaillé sur le sujet, mais nous savons que c'est souvent la ligne, justement, de l'agresseur et des terroristes de vouloir se calfeutrer derrière cette question communautaire pour nous diaboliser. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité. Et c'est une question que nous suivons de près. Dès que nous aurons des éléments supplémentaires, nous ne manquerons pas de venir vous les donner. Monsieur le ministre de la Santé, nous allons terminer cet exercice. Vous avez noté comme moi qu'il y a encore plusieurs préoccupations dans les chefs de nos compatriotes et de nos téléspectateurs. J'espère que nous pourrons avoir l'occasion de venir au cours d'un autre exercice pour aller un peu plus à détail sur les fondations qui sont en train d'être placées pour les secteurs de la santé. Peut-être que vous avez un petit mot pour terminer. Oh, un petit mot, juste demander à tout le monde de passer un message très simple. Une maman à Kinshasa qui veut accoucher, qui est enceinte, qui accouche dans les structures que nous avons choisies, parce qu'il ne faut pas accoucher n'importe où, parce qu'il y a des structures où la qualité n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on a choisi des structures. Eh bien, cette maman-là ne paye absolument rien. Et pour savoir quelles sont les structures, il y a un numéro qu'on a mis en place. Étoile 151 dièse. Vous mettez ça, vous allez voir, vous pouvez voir où vous habitez, quelle est la structure qui est adaptée auprès de chez vous. Et c'est un programme, enfin, ce n'est pas un programme, c'est comme ça que la RDC va être désormais. Nos mamans et nos bébés ne paieront plus rien parce qu'ils accouchent ou parce qu'ils viennent au monde. Et qu'avec l'implémentation de la couverture santé universelle, le soin de santé seront payés en mode prépaiement. En mode prépaiement, parce que quelqu'un paye. Hein. Ce n'est jamais gratuit, zéro. Hein. Il y a quelqu'un qui paye. En l'occurrence, pour les mamans, c'est le gouvernement. Mais pour le reste, c'est le système contributif que nous sommes en train de mettre en place. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous aurons l'occasion de nous retrouver encore cette semaine dans un autre exercice de redevabilité. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une période préélectorale. Nous, dans la tradition qui est la nôtre, nous avons cette culture justement de redevabilité. On pourra accélérer un peu le rythme pour vous dire ce qui a été fait avant que nous ne puissions voir les propositions des autres durant la campagne électorale. J'espère qu'ils prendront encore le temps ce soir de suivre cette émission, de comprendre notre stratégie des refondations. Comme ça, au moment de la campagne, on pourra faire de bons débats si bien sûr ils ont des arguments à nous opposer. Merci et bonne soirée chez vous.